La vice-premier ministre, ministre en charge de l'environnement et développement durable, Eva Zaïba, a procédé à la signature d'un contrat de partenariat avec l'entreprise Okeplast mercredi 9 mars 2022 à Kinshasa. Dans cette convention, cette société étrangère enseigne avoir investi plus de 15 millions d'euros dans la collecte, les traitements, la valorisation des bouteilles plastiques et autres produits plastiques en République démocratique du Congo. La première phase du projet va desservir en premier lieu la ville de Kinshasa avant de s'étendre dans d'autres villes du pays. La responsabilité de l'assainissement, c'est l'État. Au niveau du gouvernement central, nous édictons les politiques et les stratégies, et au niveau provincial, c'est l'opérationnalisation. Mais il s'est fait que ça fonctionne un peu de manière canal boiteux. Vous sentez dans la ville de Kinshasa comment nous peinons à devoir nettoyer notre entourage, et il en est de même pour les autres villes de la province. Mais si nous avons des partenaires qui viennent dans ces domaines nouveaux d'investissement, dans les cas de valorisation des déchets, quelque chose qui est déchet, mais on va les valoriser, ça sort quand même de l'ordinaire. Avec la signature de cette convention, la société Okeplast entend marquer un pas décisif dans les domaines de la salubrité et surtout dans les volets recyclage des déchets plastiques au niveau du pays. Ils attendent également augmenter leur chaîne de production au niveau du pays. Donc aujourd'hui, Okeplast, avec ce recyclage, pourra arriver à faire ses propres matières premières qui va nous permettre, au lieu de faire des importations de matières premières, mais de les fabriquer sur place pour la production des bouteilles en plastique. Nous remercions son Excellence Madame la VPM, qui est considérée comme la marraine du projet Kintoko. Dans cette phase d'implantation de ces projets pour 5 ans, le ministère de l'Environnement promet à la société Okeplast de faciliter son travail pour maximiser sa chaîne de production, d'assurer son installation effective et son fonctionnement, ainsi que lui épargner des tracasseries qui ne profitent pas au pays. Ce travail nécessite l'énergie. Je crois que moi, personnellement, comme responsable dans ce secteur, avec mon collègue des ressources hydrauliques et électricité, nous ferons plus attention pour qu'ils aient l'électricité qu'il faut. Signalons que la signature de cette convention intervient 1 mois après celle signée par la même société avec l'hôtel de ville de Kinshasa. L'entreprise est en cours de construction dans la capitale congolaise. L'ouverture interviendra au début du mois d'avril 2022 et l'inauguration sera faite par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. La 3e foire des femmes des médias s'est ouverte mercredi 9 mars à Kinshasa. Organisée par l'Association congolaise des femmes de la presse écrite ACOFEP et l'Union congolaise des femmes des médias UCOFEM, cette foire s'inscrit dans le cadre d'offrir une opportunité d'échange à toutes les femmes des médias. De leur côté, les partenaires de ces associations des femmes des médias engagées dans la promotion des femmes, à savoir les ambassades de la Suède, la Suisse, ainsi que le représentant des Nations Unies, ont été unanimes sur le fait que la femme des médias mérite d'être promue au sein des organes de presse. La femme est victime de harcèlement sexuel dans son lieu de travail et cela constitue un frein pour elle, ont-ils martelé. Pour sa part, le ministre de la Communication et des Médias, Patrick Mouyaya, qui a lancé cette activité et journaliste de formation, a reconnu que le travail de journaliste est très rude en République démocratique du Congo. Mais les femmes devraient s'engager davantage car elles sont majoritaires. Et à l'IFACI, je crois qu'il y avait 75% des femmes sur 25% d'hommes. Distingués invités, l'autonomisation de la femme est une dynamique de transformation à travers laquelle la femme, un des 2 piliers de la société avec l'homme évidemment, est libérée des différents obstacles qui la maintiennent dans des conditions d'inégalité et de dépendance. Cela passe notamment par l'accès pour elle aux ressources nécessaires pour ses besoins et au développement de son potentiel. Un développement personnel qui lui donne les capacités de décider sur son être et sur son avenir et enfin l'émergence d'un environnement social favorable qui lui permette de prospérer. D'un autre côté,
Après ce lancement, les travaux des panels ont suivi, au cours desquels les participants ont eu droit aux réponses à leurs préoccupations sur les thèmes choisis. Notons que la foire des femmes des médias a été lancée pour la première fois le 13 mars 2020, une initiative à applaudir. Il y a Pour l'info qui parle. Quelques jours après les règlements à l'amiable des litiges qui opposaient le gouvernement congolais à l'homme d'affaires israélien Dan Gentler, le ministre des Communications et sa collègue de justice ont éclairé la lanterne de l'opinion publique sur les efforts ayant abouti à la récupération des blocs pétroliers et des actifs miniers détenus par le groupe Ventura il y a de cela plusieurs années. Il prétendait ici en RDC, où il avait introduit sa requête, qu'il y avait un cas de force majeure. Mais la République n'a pas trouvé cet argument correct du fait qu'il avait les 2 blocs qu'il n'a jamais exploités. C'est ainsi que la RDC était partie au niveau de l'arbitrage de Paris pour que Dan Gentler, avec son groupe, puisse payer à la RDC qui a manqué d'avoir le bénéfice sur ses richesses pendant autant d'années. Ces actifs miniers récupérés sont évalués, d'après le gouvernement congolais, à plus de 2 milliards de dollars américains. Les révélations de ces chiffres ont été faites au cours d'un briefing organisé le jeudi 4 mars 2022 à Kinshasa. C'est-à-dire que si on plaçait le montant que nous allons percevoir aujourd'hui auprès d'une banque au taux qui est communément accepté pour faire des investissements en RDC, c'est-à-dire Libor plus 6%, le montant que la RDC récupère à terme, c'est en réalité 687 millions d'euros. Il fallait faire la mise en balance entre vouloir récupérer à tout prix ces royalties. Certaines ONG avaient pris l'initiative de publier en 2020 un rapport qui démontrait avec les actifs miniers marchandés à bas prix, la République démocratique du Congo perdait jusqu'à 1,7 milliard de dollars américains. Tout ce que nous on a su épingler, c'est le trop perçu dans les royalties de KCC, parce qu'au moment où ces royalties ont été mises en garantie, les termes du contrat entre Glencore et la Gécamine omettait certains droits de la Gécamine. Mais nous avons négocié durement pour que ce que Glencore nous devait, dans ce qui était postérieur au contrat, que la société Ventura nous le restitue. Et c'est un montant évalué à 249 millions d'euros que la société nous doit aujourd'hui et maintenant. Pour l'instant, le texte de l'accord fait l'objet d'une confidentialité. Le gouvernement promet de les rendre publics dans les prochains mois. Ce n'est plus un secret pour personne, les tabac tue. À Kinshasa, cette pratique est récurrente chez les jeunes. Fumer en plein air implique un sondage et ne dépend plus du lieu favorable pour le faire. À l'absence des lois portant régulation sur la consommation du tabac sur les lieux publics, les fumeurs mettent en danger les non-fumeurs à des maladies. Certains fumeurs s'exposent d'importantes quantités de substances très dangereuses pour leur santé. D'après Nera Kanida, psychologue social, le tabac peut entraîner les dysfonctionnements du récepteur nicotinique, l'ensemble des neurones impliqués de la transmission neuromusculaire et motrice autonome au niveau du système nerveux central. En ce qui concerne les conséquences de la consommation du tabac sur les cerveaux, il faut noter que le cerveau comprend en fait les récepteurs nicotiniques. La nicotine qui est ce produit chimique qui contient les tabacs et qui est un stimulant en fait. Et ce stimulant va détruire les systèmes de récompense. Les systèmes nerveux de récompense et ces systèmes qui motivent la personne à la survie. Ce système sera détruit. Et la nicotine va aussi augmenter la dopamine qui va stimuler ce qu'on appelle les neurones dopaminergiques. Et ce sont la stimulation de ces neurones qui vont conditionner la personne à l'addiction ou à la dépendance de la consommation du tabac. Auprès des consommateurs, cette substance est perçue comme une dose pour contrôler l'humeur. Mais en croire ces psychologues,
Les tabacs inhibent certaines fonctions du cerveau en créant des effets parasympathiques agissant principalement sur la digestion, la croissance, la réponse immunitaire et les réserves énergétiques. Mais en termes d'effets sur le comportement, il y a des troubles du sommeil. Vous verrez une personne addictive à la consommation de tabac aura des problèmes de troubles du sommeil, il y aura l'augmentation de la vigilance. Donc de temps en temps, pendant la nuit, il se réveille, son sommeil est écourté, il a des cauchemars et il a des réveils fréquents et il a même des difficultés de s'endormir. Hormis cela, il a des conduites stressantes, des conduites anxieuses, et ce qui fait en sorte que la personne devient de plus en plus addictive à la consommation du tabac. À Kinshasa, l'alcool, la drogue, la cigarette et les tabacs font les quotidiens des jeunes et adultes congolais. À quand la loi portant régulation de la consommation de cette substance nocive? Pour rappel, une drogue fabriquée à base des résidus des tuyaux d'échappement de véhicules appelés bombés avait été interdite dans toute l'étendue du territoire national. Notons que, les 31 mai de chaque année, le monde célèbre la journée internationale sans tabac. Cette journée mondiale vise à mettre l'accent sur les rôles décisifs joués par les professionnels de la santé de la lutte anti-tabac. Sous le rive du lac Kivu, en République démocratique du Congo, le génie congolais s'exprime sur ses chantiers navals. Des bateaux haut de gamme construits dans ce coin font la fierté du pays. 50 mètres de long et 10 mètres de large, ces gigantesques bateaux encore en construction sera la plus importante des navires sur le lac Kivu. Il est le 4e de la série Emmanuel. Mais c'est le dernier bijou de Ponyo Barouti, ingénieur et chef de chantier. Ces derniers supervisent la construction à Goma sur la rive du lac. Il utilise les matériaux européens et le chantier est mené par une main-d'œuvre congolaise. Du sommet à la base, je pense que tout le monde ici est congolais, d'abord. Et les idées sont congolaises. Donc, on n'a jamais été en Europe pour qu'on puisse s'inspirer des Européens. Pour la construction du bateau, c'est nous les Congolais. Nous avons été formés, mais pas dans des écoles européennes. On a été formés au Congo, par des Congolais. Pour mener à bien ces projets, Ponyo peut s'appuyer sur certaines équipes de soudeurs et d'ouvriers qui les suivent sur les différents chantiers. C'est l'ingénieur Ponyo qui nous donne le plan et nous exécutons selon ce qu'il propose. On ne peut rien faire sans lui, que ce soit le bateau Emmanuel 2, le 3 ou celui-ci, le 4, c'est toujours nous qui les fabriquons. Chaque fois qu'il y a du boulot à faire, il nous appelle parce qu'il nous connaît tous et on vient faire notre travail. Derrière ce chantier, une entreprise Similou qui s'est emparée du marché il y a une dizaine d'années. L'objectif était de renouveler la flotte navale laissée par le pouvoir colonial en donnant du travail aux citoyens congolais. Des projets d'envergure, uniquement sur commande et qui ont un coût. Ces bateaux dénommés Emmanuel 4 devraient coûter 5 milliards de francs congolais. Quelques jeunes entrepreneurs de Kinshasa ont été instruits sur comment développer des circuits courts et longs de commercialisation et des modes de production plus durables à travers l'économie verte. Cette conférence a été organisée par United Corporation le samedi 5 mars à Kinshasa. Dans le cadre de la chambre qui est liée dans l'entrepreneuriat appelée la Ligue, notre idée c'est aussi de créer des agents de développement. De créer des agents de développement, de créer une jeune élite préparée, comme je l'ai dit tout à l'heure, à des responsabilités à venir. Alors, par rapport à cette question, je pourrais dire qu'il y a des ateliers, il y a des programmes d'ateliers avec un système de mentoring accompagné. Donc, il y aura, par exemple, prochainement, nous aurons un atelier où nous allons encadrer les jeunes dans le secteur maritime, en fait. Nous sollicitons toujours l'appui du gouvernement parce qu'il faut savoir que ce que nous faisons, ce n'est pas seulement pour nous, mais c'est aussi pour l'image de notre pays. L'engagement dans des activités vertes est un signe révélateur du potentiel de la filière verte en RDC. À en croire ces formateurs, ces domaines relèvent du courage et de la persévérance. Entreprendre, c'est une compétition. Et quand on veut faire une compétition, il y a des conditions de réussite qui sont entre autres l'innovation et une bonne organisation interne
Donc une bonne information. Et nous leur avons dit aussi qu'ils vont commencer leurs entreprises dans un contexte de développement durable. Notre environnement n'offre pas beaucoup d'opportunités de financement. Ça, c'est difficile. Et notre pays connaît une carence d'infrastructures. Voilà un peu les 3 contraintes que je peux énumérer qui font que vraiment l'entrepreneuriat dans notre pays est un peu bloqué. Bien que l'entrepreneuriat vert soit en plein essor et que les jeunes entrepreneurs congolais soient porteurs d'initiatives originales et intéressantes, le secteur reste méconnu et ne bénéficie pas souvent d'un accompagnement du pouvoir public. Il est temps de commencer à changer la donne. Nous avons un peu trop échangé aujourd'hui. Je retiens que dans l'économie et dans les business d'entrepreneuriat, il ne faut jamais abandonner. Vous voyez, nous avons vraiment été interpellés à ça. Il ne faut jamais abandonner ça, que nous devons toujours être forts. Dans l'entrepreneuriat, il y a la demande et il y a aussi ce qu'on reçoit. Vous voyez, il y a des difficultés dans tout ce que nous faisons. Et dans toutes les difficultés, il y a une solution. C'est question de stratégie et de ne jamais laisser tomber. Certaines ONG comme United Corporation prennent de plus en plus conscience de la nécessité d'apporter un appui dans ces secteurs. L'un des axes de travail est de promouvoir ainsi que de valoriser les projets portés par les entrepreneurs verts afin d'inciter les jeunes en général à adopter les principes de l'économie verte. La nature n'arrête pas de nous surprendre. Nous avons tellement à apprendre d'elle. Ceci est un champignon. Oui, pas belle la nature. Le champignon Xylaria polymorpha ressemble étrangement à une main sortant du sol. Il est d'ailleurs communément appelé par les anglo-saxons Dead Man's Finger, l'équivalent de doigt de l'homme mort. Ce drôle de champignon a été pris en photo par North Wolfram-Rooms au pays des Galles. Il est qualifié de saprophyte, c'est-à-dire qu'il se nourrit de bois mort. Ce champignon qui ne possède ni chapeau ni pieds distincts croît seul ou en petits groupes. Sa chair ne se décompose que très lentement et il est donc possible d'assister à sa maturation au fil de semaines. Il se développe dans des forêts de feuillus où il pousse régulièrement à partir du mois de mars. Il change de forme au cours de sa croissance. Il a ainsi au début une forme presque sphérique. Signalons que ce champignon n'est pas comestible.